Salut à tous, bien revenue sur la clinique. Si c'est la deuxième vidéo de la journée que vous regardez et que vous avez déjà vu la vidéo AEW Dynamite analyse et réaction, si ce n'est pas le cas, vous pouvez aller la regarder. Je vais vous remettre le lien dans la description si j'y pense, mais en tout cas maintenant j'y pense en vous le disant. Analyse et réaction de NXT qui nous a proposé 2 matchs en cage cette semaine. Le premier match en cage, donc c'était Tegan Nox contre Dakota Kai. Ce que j'ai pas aimé dans ce combat, c'est que même si les nanas ont fait beaucoup d'efforts, franchement elles ont bien bossé, mais j'ai eu le sentiment que d'une part il y a eu trop de choses, elles ont essayé de faire trop de trucs, ce qui fait que au bout d'un moment la cohérence s'est un petit peu perdue à cause justement de la masse de choses à gérer et qu'elles auraient pu garder une ligne directrice un petit peu plus cohérente et plus punchy comme ça, plus claire en tout cas, si elles n'avaient pas essayé de faire autant de trucs. Et parmi toutes les choses qu'elles ont essayé de faire, il y avait beaucoup trop d'interventions, je veux dire avec Raquel Gonzalez. C'est un match en cage. Pourquoi est-ce qu'on fait autant d'interventions? D'autant plus que une des interventions va amener au finish. Donc où est l'intérêt d'avoir la gimmick du match en cage? Vous voyez ce que je veux dire? Ça m'a... Voilà, ça m'a un petit peu refroidi. Et au-delà de ça, il y avait aussi la chronologie justement de tous ces éléments qu'elles ont essayé d'articuler et de gérer. Eh bien, c'est lorsque, maintenant je ne sais plus qui c'est qui a sauté du haut de la cage, mais c'était en début ou en milieu de match. Quand on a un match en cage et qu'il y a un spot où quelqu'un va sauter du haut de la cage, on va le faire à la fin, que ce soit le finish ou pas. D'ailleurs, je me souviens par exemple de In Your House Breakdown en septembre 98. C'était pas le finish, mais lorsque Mankind monte en haut de la cage et qui fait une descente du coude ratée sur le Rock, je crois bien, ou Ken Shamrock, je sais plus, bon, c'est un match à 3. Voilà, on attend la fin du match pour le plus gros spot, le spot le plus spectaculaire du match. Là, c'était beaucoup trop tôt dans le début du match, donc pour moi, c'était relativement étonnant qu'il y ait, je vais pas utiliser le mot erreur, mais autant de petits détails qui font que, voilà, on peut se poser la question, qui a booké le match, qui était le producteur du match, enfin l'agent en backstage qui a validé tout ça, parce qu'il n'y a pas de cohérence, mais il faut bien, comme je l'ai dit il y a quelques instants, en reconnaître le talent des deux catcheuses et les efforts qu'elles ont fournis pendant ce combat. Ensuite, on a eu la continuité de la feud Balor contre Walter. Donc c'est bien, ça avance doucement. Et ce qui est bien aussi, c'est que comme Walter n'habite pas aux États-Unis, eh ben, il est toujours en Autriche. Oui, il est en Autriche, hein, ouais. Où est-ce qu'il habite en Allemagne? Je sais plus. Il est obligé de se taper les allers-retours quand il va à NXT. Donc son absence permet aussi de voir à long terme et de builder la storyline tranquillement. Donc ça, c'est très positif. En parlant de builder une storyline, eh bien, ensuite, on a une petite vidéo sur Rhea Ripley qui va à Tampa, dans le stade qui accueillera WrestleMania dans 1 mois à peine. Ah bah si, on est le 5. Dans 1 mois, jour pour jour, quoi. Donc ce package, il était vraiment super. Ensuite, on a un deuxième match de femmes consécutif entre Chelsea Green et Shotzi Blackheart. J'ai pas trop capté pourquoi ils ont mis un deuxième combat de femmes comme ça, parce que ça cassait un petit peu le... Ils auraient pu, casser le rythme du show pour apporter plus de diversité, mais là, match en cage de femmes, petite promo de Balor, ok, mais ensuite de nouveau une vidéo sur Rhea Ripley, suivi d'encore un match féminin. C'était pour moi trop linéaire. Ils auraient très bien pu mettre le match avec les Undisputed Era avec Kyle O'Reilly et Bobby Fish à ce moment-là, et vous voyez ce que je veux dire, un petit peu l'ascenseur émotionnel, les montagnes russes du catch, quoi. Aussi, ouais, alors au niveau de Shotzi Blackheart, pour qui c'était, il me semble, le premier match télévisé, ils l'ont fait perdre. Alors certes, à la WWE, les victoires et donc les défaites n'ont aucune valeur. J'en ai parlé lors de ma review de Raw. Vous pouvez aussi aller la regarder. Comment dirais-je ? Même si les victoires n'ont pas d'importance, pourquoi ils n'ont pas fait gagner Shotzi Blackheart? Et là, on a vu cette réelle différence entre NXT, par exemple, la AEW. Lorsque Cabana a fait ses débuts, on fait gagner Cabana parce que c'est de cette manière qu'on va développer et présenter des personnages en tant que des personnages forts. Un mec qui débute ou une nana qui débute et on le fait perdre dès le premier combat, ben voilà. Soit ça n'a aucune importance et on est déjà foutu, c'est très probablement le cas à la WWE parce que voilà, ça n'a plus aucune importance, ou alors c'est complètement négatif. Donc dans tous les cas, on y perd.
Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, on a la promo avec Keith Lee et Cameron Grimes. Pardon. La promo était pas trop mal. Moi, je suis pas trop fan de l'accoutrement de Cameron Grimes. Je sais pas pourquoi j'arrive pas à dire son nom. Cameron Grimes. La foule le déteste. Moi, je le déteste pas. C'est juste que c'est du... il ne m'intéresse pas. C'est plus du manque d'intérêt que de la détestation à cause de son... Comment dire, sa gueule, ses promos, son accoutrement, etc., etc. Donc voilà, je manque d'intérêt par rapport à Cameron Grimes. Putain, je galère avec son nom là aujourd'hui. Par contre, la semaine prochaine, je pense que le combat malgré tout avec Keith Lee, parce qu'ils vont s'affronter la semaine prochaine, ça va être du très bon niveau. Ensuite, en parlant de très bon niveau, on a un truc qui était vraiment génial. Pour moi, c'était le meilleur moment du show. C'est vrai que ce NXT, il était assez faible pour moi. Enfin, je l'ai trouvé assez faible. J'ai pas été diverti. C'était bof bof. Mais là, par contre, ça, ce moment du show, il était vraiment génial. C'est pas du catch, c'est tout simplement la promo entre Mauro Rinaldo et Johnny Gargano. Vous savez que Mauro, je le porte pas dans mon cœur, j'aime pas la manière dont il commente, ça m'empêche vraiment de profiter à fond de NXT. Et donc là, grosso modo, il pose des questions à Johnny pour savoir pourquoi est-ce qu'il a trahi Tommaso Ciampa. Et ce qu'on apprend dans cette interview qui se finit un petit peu en queue de saucisse, non, en jus de boudin, un truc comme ça. Mauro est un petit peu menacé physiquement par Johnny qui lui dit mais tu sais très bien pourquoi je l'ai fait, mais si tu le dis aux gens, tu vas être aussi obligé d'avouer que tu es un menteur. Donc ça donnait aussi une dimension supplémentaire à ce qui se passe en backstage, qu'il y a des choses que nous on ne sait pas mais qui ne nous sont pas dites encore. Johnny Gargano, il conclut aussi que Tommaso Ciampa est également au courant de pourquoi est-ce qu'il l'a trahi. Donc bref, c'était vraiment super parce que on a fait avancer la storyline, on a développé beaucoup le personnage de Johnny Gargano qui pour moi en avait besoin. Il avait besoin d'un moment comme ça avec du micro pour s'expliquer et tout ça. Johnny Gargano en heel aussi, et il est pas mal, il est vraiment pas mal. Et la manière dont ce segment était mené, c'était vraiment top aussi par rapport aux réactions de Mauro Rinaldo qui étaient vraiment naturelles, normales. Et puis voilà, le truc se finit, il quitte la scène, il dit non mais franchement je me sens pas bien, je peux pas continuer l'interview comme ça, blablabla. Blablabla. Donc ouais, 100% positif. J'ai vraiment hâte de voir comment est-ce qu'ils vont continuer ça la semaine prochaine. Ensuite, on a le main event en cage entre Roderick Strong et Velveteen Dream. Vous savez que Velveteen Dream, je l'adore non seulement à cause de son personnage, de ses promos, sur toutes ses promos, mais aussi parce qu'il y a une petite pointe nostalgique, parce que je l'ai découvert, Patrick, comme il s'appelait à l'époque, lors de Tough Enough 2015. Donc c'était vraiment super, ce Tough Enough, et de voir le développement de Patrick jusqu'en Velveteen Dream, que j'adore, mais il n'empêche pas que, je ne sais pas pourquoi, je me suis ennuyé dans ce match. J'ai l'impression, une fois de plus, qu'il y a un booking style Raw SmackDown qui arrive à NXT. Parce que, de nouveau, là, on a des interventions, on a le Dream qui préfère finalement perdre pour casser la gueule à quelqu'un d'autre que de gagner le match et de voir ce qui arrive après. Et on retombe une fois de plus dans les mêmes travers. Victoire, défaite, ça n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est tout le reste. Alors que je dirais qu'on est inversement proportionnel. Ce qui doit influencer le plus l'avancée des storylines, c'est qui a gagné, qui a perdu, comment on a gagné, comment on a perdu, pourquoi on a gagné et pourquoi on a perdu. Et en enlevant toute signification réelle aux victoires et aux défaites, on enlève l'essence même du catch et de pourquoi les mecs montent sur le ring. Si on monte sur le ring, c'est pour gagner, c'est pas pour faire une performance et ensuite essayer peut-être de casser la gueule à un autre mec, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, c'est Adam Cole qui fait perdre le Velveteen Dream, qui pousse Roderick Strong qui va tomber de la cage et donc qui va remporter le combat, parce que dans les deux matchs en cage, on pouvait gagner par pin, soumission ou en sortant de la cage. Donc là, Roderick Strong, eh bien, il remporte le combat, mais au moins, c'est un moindre mal, Velveteen Dream est avec un kendo stick dans la cage, il va casser la gueule à Adam Cole et de toute évidence on est, dans cette direction pour le Dream et pour Adam Cole, un match de championnat à un moment ou à un autre. Est-ce que ce sera lors de TakeOver Tampa ? Je ne sais pas.
Peut-être, si c'est le cas, eh bien, on y sera avec Ali de Catch Club, donc vous aurez très probablement notre débrief dès le soir même ou dès le lendemain. Mais voilà, la direction pour le Velveteen Dream, c'est qu'il s'en va défier le champion alors qu'il perd des combats contre les potes du champion. Donc là aussi, il y a une incohérence, mais voilà, je vais le dire pour la 120e fois de la vidéo, il n'y a pas d'importance aux victoires et aux défaites, donc bon, c'est comme ça. Et c'est là-dessus qu'on a terminé un épisode de SmackDown, lapsus révélateur de NXT, qui était pour moi un petit peu en deçà de ce qu'on était non seulement en mesure d'attendre par rapport au fait qu'il y ait 2 matchs en cage sur le même show, et puis par rapport au NXT habituel. C'est vrai que c'était un show qui est passé entre les gouttes, on va dire. Voilà, il a pas servi à grand chose, en tout cas après que le show se soit terminé. On verra peut-être que dans la semaine prochaine ou dans les semaines à venir, il y a d'autres avancements qui font que pendant ce show, on a vu les premières graines plantées, mais à part la promo de Gargano interviewé par Mauro, je dirais qu'il n'y a pas grand-chose à retenir. Voilà, j'espère que cette review, analyse et réaction de NXT vous a plu. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo, je ne sais pas encore quand. D'ici là, vous savez qu'il ne nous reste pas grand-chose à faire, si ce n'est regarder du catch 24h sur 24 et de garder la passion. Allez, bye bye.